Pourquoi la gentillesse est devenue suspecte? Il y a quelque temps, j'ai eu une conversation avec un ancien collègue. Le genre de conversation qui commence sur un sujet de la vie quotidienne presque sans prévenir et qui d'un coup ouvre une réflexion plutôt dense. Il m'a demandé pourquoi être gentil est négatif aujourd'hui. Et sa question m'a interpellée, pas parce qu'elle était étrange, au contraire, elle m'a interpellée parce qu'elle a soulevé un sujet très intéressant qui en dit long sur notre époque. Aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un qu'il est trop gentil, ce n'est pas toujours un compliment. Cela peut même sonner comme un avertissement. Trop gentil veut souvent dire naïf, crédule, manipulable, facile à utiliser, incapable de se prioriser, toujours disponible pour les autres, prêt à donner beaucoup, même quand personne ne donne en retour. Dans certains contextes, gentil est presque devenu un raccourci pour désigner celui ou celle qui souffre des interactions sociales parce qu'il ou elle s'investit trop, donne trop, comprend trop, excuse trop et surtout attend trop longtemps une reconnaissance qui ne viendra pas. Alors je lui ai répondu à peu près ceci. Être gentil est devenu négatif parce que beaucoup de personnes associent la gentillesse à une forme de naïveté sociale. Comme si être gentil, c'était accepter de passer après tout le monde, et comme si la gentillesse était le nom élégant d'une absence de limite. Personnellement, je ne me considère pas comme quelqu'un de fondamentalement gentil. Je me considère plutôt comme quelqu'un qui a choisi dans cette vie d'agir de façon gentille. Et pour moi, le mot important à retenir, c'est choisi. Parce qu'il y a une différence immense, selon moi, entre être gentil parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'on espère être aimé, parce qu'on a peur du conflit, parce qu'on ne sait pas dire non, et choisir en conscience d'agir avec gentillesse, délicatesse, considération, parce qu'on refuse de laisser la dureté ambiante décider entièrement de nos intentions pour le monde et de notre comportement pour le modeler. La gentillesse. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le Bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Dans cet épisode intitulé « Pourquoi la gentillesse est-elle devenue suspecte ?», on poursuit notre série consacrée au thème « Sortir du paradigme de la violence ». Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de violence ordinaire, des mots qui nous apprennent à vivre en guerre, de la souffrance érigée en mérite, de la violence transmise de génération en génération, de l'attaque utilisée comme défense, de la précarité qui nous maintient sous tension et des filtres de méfiance qui nous font parfois condamner avant même de rencontrer. Aujourd'hui, on entre dans une question qui découle directement de tout cela. Que devient la gentillesse dans un monde qui se révèle brutal et sournois? Je crois que si la gentillesse est devenue suspecte, c'est d'abord parce que beaucoup de personnes ont vu la gentillesse se faire exploiter. Elles ont vu des personnes généreuses donner trop, des individus sensibles absorber trop, des personnes disponibles devenir les béquilles émotionnelles de tout le monde, des personnes arrangeantes se faire solliciter encore et encore et encore parce qu'elles disaient rarement non, des personnes attentionnées être considérées comme acquises. Et à force, on en a tiré une conclusion brutale. Les gentils se font avoir. Les gentils pardonnent trop, les gentils attendent trop, les gentils se sacrifient, les gentils finissent épuisés, déçus, utilisés. Alors dans un monde structuré par la peur d'être dominé, il devient tentant de se dire « je ne serai pas gentil, je ne serai pas naïf, je ne serai pas celui ou celle qu'on utilise, je ne laisserai personne profiter de moi ». Et ce qui ressort, c'est qu'il y a une véritable volonté de protection, que je comprends, parce que quand une qualité a été le prétexte pour être maltraitée, on peut finir par croire que la qualité elle-même est le problème. Mais peut-être que le problème n'est pas la gentillesse, peut-être que le problème c'était l'absence de limites, l'absence de réciprocité, l'absence de discernement, le manque d'environnement capable d'honorer cette qualité au lieu de l'exploiter. Comment rester bon sans devenir une proie?
C'est ça la question qu'on se pose en fait. Parce qu'une qualité n'est pas une faiblesse en elle-même, c'est une caractéristique que nous avons en nous qui est favorable dans certains contextes. Elle peut nous rendre vulnérables dans un environnement qui la maltraite. Un poisson a besoin d'une étendue d'eau avec un minimum de profondeur pour s'épanouir. Un tigre aura besoin d'un territoire dense, vivant, qui lui permette d'exprimer sa puissance. Un renne aura besoin de vastes étendues de froid, de mouvement et d'espace. Un chameau aura besoin d'un désert avec des oasis à intervalles réguliers. On comprend très bien cela quand on parle des animaux. On ne reproche pas aux poissons de ne pas s'épanouir dans une cage. On ne reproche pas au tigre de ne pas être adapté à un bocal. On ne dit pas au renne, franchement, fais un effort, le désert, c'est dans ta tête. On comprend que le vivant a besoin d'un environnement cohérent avec sa nature, ses ressources, son mode d'évolution. Mais avec les êtres humains, on oublie vite cette évidence. On demande à des personnes sensibles de fonctionner dans des environnements brutaux, à des personnes créatives de rentrer dans des cases rigides, et on demande à des personnes coopératives de prospérer dans des systèmes de compétition permanente, de survivre dans des espaces où on valorise la méfiance, la dureté, la stratégie et la domination. Et quand ces personnes-là souffrent, on leur dit « tu es trop gentille, tu prends trop les choses à cœur, il faut t'endurcir un peu, dans la vie il faut savoir mordre ». Mais peut-être que la question à se poser n'est pas comment devenir plus dur, peut-être que la question qui nous fera évoluer c'est dans quel environnement ma gentillesse peut-elle devenir une force au lieu d'être traitée comme une faiblesse exploitable? Dans un paradigme où règne la loi du plus fort, la gentillesse dérange. Parce que la gentillesse dit « je peux tenir compte de toi sans disparaître. Je peux contribuer à ton mieux-être sans accepter de me renier. Je peux reconnaître ta valeur sans diminuer la mienne. » Et elle dit aussi « je peux choisir la coopération sans renoncer à ma lucidité. » Et cela vient contrarier une idée déjà bien installée dans ce paradigme de la violence. L'idée que la seule manière de ne pas être écrasé, c'est d'écraser d'abord ou de se blinder entièrement. Et dans beaucoup de milieux, la dureté passe encore pour de l'intelligence sociale. Celui qui ne se laisse pas toucher serait le plus fort. Celle qui répond sèchement serait plus sûre d'elle. Celui qui ne donne rien sans calcul serait plus malin, plus rusé. Celle qui ne se laisse pas faire serait forcément plus respectable. Et à l'inverse, la personne qui agit avec douceur, qui prend soin du lien, qui évite d'humilier, qui cherche à comprendre avant de trancher, peut être perçue comme faible. Pourtant, il faut parfois beaucoup plus de force pour rester délicat ou délicate dans un monde dur que pour reproduire la dureté que l'on a reçue. La brutalité, c'est rapide. Elle coupe, tranche, impose, produit une impression de contrôle. La gentillesse consciente demande davantage de ressources invisibles. Elle demande de ressentir sans se laisser avaler, de comprendre sans tout excuser, de donner sans se vider, de poser des limites sans perdre son humanité et de refuser que la douleur reçue devienne automatiquement la douleur transmise. C'est pour cela que je fais une différence entre la gentillesse automatique et la gentillesse choisie. La gentillesse automatique dit souvent oui avant même d'avoir vérifié si elle pouvait. Elle a peur de décevoir, peur d'être rejetée, peur de passer pour égoïste, peur du conflit, peur qu'on ne l'aime plus. Elle donne pour être acceptée, elle aide pour être reconnue, elle s'adapte pour éviter la tension et elle sourit alors qu'elle est déjà blessée. Elle dit ce n'est pas grave, alors que justement une part d'elle sait que c'est grave. Cette gentillesse-là peut devenir une prison, pas parce qu'elle est douce, mais parce qu'elle n'est plus libre. La gentillesse choisie, elle, a une autre dimension. Elle peut dire oui avec joie et non avec respect. Elle peut offrir sans créer une dette envers elle-même. Elle peut accompagner sans devenir responsable de toute la vie de l'autre. Elle peut être douce sans devenir disponible à tout et à tout le monde. Elle peut pardonner sans nier les faits. Elle peut aimer sans se sacrifier. La gentillesse choisie n'est pas un effacement, c'est une posture, une décision. C'est une manière de dire « je sais que le monde peut être dur, je sais que certains abusent, je sais que tout le monde n'honorera pas forcément ce que je donne.
mais je refuse que la peur d'être utilisée soit la seule force qui détermine ma manière de contribuer dans ce monde. Cela ne veut pas dire que la gentillesse doit être distribuée sans discernement. La gentillesse n'est pas une obligation permanente, ce n'est pas une dette envers l'humanité entière et ce n'est pas une disponibilité illimitée. La gentillesse n'est pas le devoir de devoir rester agréable avec quelqu'un qui piétine notre dignité. On peut être gentil et ne pas répondre tout de suite. On peut être gentil et refuser une demande. On peut être gentil et dire « je ne suis pas disponible pour ça ». On peut être gentil et quitter une conversation qui devient irrespectueuse. Ne pas donner accès à son intimité à quelqu'un qui n'a pas montré qu'il savait la respecter. On peut être gentil et reconnaître « là, je ne peux pas t'aider » sans bafouer mes limites. Et ce n'est pas parce qu'une personne a un besoin que nous devons obligatoirement devenir sa solution. Ce n'est pas parce que nous comprenons la souffrance d'un être que nous devons accepter tous ses comportements. Oui, on peut avoir de l'empathie sans renoncer à nos limites. La gentillesse lucide ne consiste pas à se laisser traverser partout. Elle consiste à agir avec humanité sans abandonner son discernement. Il y a aussi une nuance importante, parce qu'on parle souvent de la gentillesse comme d'une qualité dont il faudrait se protéger pour ne pas être utilisé. Mais il existe une autre dérive possible, celle de la gentillesse qui s'impose. Sous couvert d'aider, on peut parfois envahir. Sous couvert de vouloir le bien de l'autre, on peut décider à sa place de ce qui serait bon pour lui ou pour elle. Sous couvert d'accompagnement, on peut ne plus écouter ce que la personne demande réellement. Et là, même si l'intention de départ semble positive, la posture peut devenir problématique parce que l'aide ne se force pas, elle se propose. L'accompagnement ne s'impose pas, il se consent. Le soutien ne devrait pas devenir une manière élégante de prendre le contrôle de la situation de quelqu'un d'autre. Il y a une grande différence entre dire « je suis là si tu as besoin » et dire, même subtilement, « je sais mieux que toi ce dont tu as besoin ». Il y a une différence entre proposer une piste et pousser quelqu'un à l'emprunter parce que elle nous semble évidente. Il y a une différence entre éclairer un chemin et tirer quelqu'un par le bras en appelant cela de la bienveillance. Et je crois que c'est important de le dire dans cet épisode parce que le paradigme de la violence peut aussi se cacher sous des formes très douces en apparence. Il ne se présente pas toujours avec des cris, des coups, des ordres ou de la brutalité visible. Parfois il dit « je fais ça pour ton bien, tu comprendras plus tard. Je sais ce qui est mieux pour toi. Si tu refuses mon aide, c'est que tu es dans le déni. Tu devrais m'écouter, je veux seulement t'aider. » Et bien sûr, il arrive que des personnes voient des choses que nous ne voyons pas encore. Il arrive qu'une parole extérieure nous éclaire. Il arrive qu'un conseil, une main tendue, une proposition nous évite de rester seuls dans une situation difficile. Mais même une aide juste doit respecter l'humanité de la personne qui est en face, son rythme, son consentement, sa capacité à choisir, son droit de ne pas être prêt ou prête, son droit de refuser, son droit de faire autrement que ce que nous aurions fait à sa place. Parce que si la gentillesse ne respecte pas la liberté de l'autre, alors ce n'est plus vraiment de la gentillesse. C'est peut-être de l'inquiétude, du contrôle, de la projection, un besoin d'être utile, un besoin d'être reconnu comme sauveur ou sauveuse, une difficulté à supporter que l'autre avance à son propre rythme. Et là, on n'est plus dans le soin, parce que le soin véritable ne cherche pas à posséder la trajectoire de l'autre. Il peut proposer, soutenir, nommer avec délicatesse, ouvrir une possibilité et rester présent. Mais il ne confisque pas le pouvoir de choisir. Et c'est là que pour moi la gentillesse consciente demande aussi de l'humilité. Elle demande de s'interroger. Est-ce que je suis réellement en train d'aider cette personne ou est-ce que je cherche à apaiser mon propre inconfort face à sa situation? Est-ce que je lui propose une ressource ou est-ce que je tente de l'amener là où moi je voudrais qu'elle aille? Est-ce que je respecte son rythme? Ou est-ce que je considère que son rythme est un obstacle à mon idée de ce qui serait juste? Est-ce que je suis en train de soutenir son autonomie? Ou est-ce que j'essaye de rendre ma présence indispensable?
Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont nécessaires. Parce qu'une gentillesse qui ne respecte pas les limites de l'autre peut devenir une violence polie. Une violence bien habillée, élégante, souriante, qui se raconte qu'elle fait le bien. Et sortir du paradigme de la violence, c'est aussi accepter de regarder cela. Pas pour se culpabiliser dès qu'on veut aider, pas pour devenir froid ou indifférente, mais pour apprendre à offrir sans imposer, à accompagner sans diriger, à soutenir sans confisquer et surtout à aimer sans décider à la place de l'autre. La gentillesse lucide ne consiste donc pas seulement à protéger ses propres limites, elle consiste aussi à respecter celles de l'autre. Je crois que la confusion vient aussi du fait que nous avons mis sous le même mot plusieurs réalités très différentes. On appelle gentille la personne qui a du cœur. On appelle aussi gentille celle qui ne dit jamais non. On dit que celui qui est attentionné est gentil, mais on dit aussi que celui qui se laisse envahir est gentil. On appelle gentille celle qui veut faire du bien, mais on l'appelle aussi gentille quand elle se sent coupable dès qu'elle se choisit. Alors forcément, le mot se charge. Il ne désigne plus seulement la bonté, il finit par porter aussi le poids du sacrifice, de la naïveté, de la peur, de la manipulation subie. Et c'est là que nous avons besoin de précision. Une personne qui n'a pas de limite n'est pas simplement gentille. Elle peut être en insécurité et peut-être qu'elle a appris à obtenir de l'amour par la disponibilité. Elle a peut-être intégré que son rôle était de soulager les autres. Et elle a peut-être peur de perdre sa place si elle cesse de donner. Une personne qui se laisse exploiter n'est pas, entre guillemets, trop bonne. Elle est peut-être trop seule avec son besoin d'être reconnue, trop peu entraînée à dire non, trop habituée à penser que son inconfort compte moins que celui des autres. Ce n'est pas sa gentillesse qu'il faut mépriser, c'est son absence de protection qu'il faut accompagner. Et là, ça change. Parce qu'on ne dit plus arrête d'être gentil, on peut dire garde ton cœur, mais apprends à protéger ton accès. Garde ta bonté, mais fais attention au cadre. Garde ta douceur, mais donne aussi un périmètre à cette douceur. C'est aussi pour cela que je refuse d'opposer gentillesse et force. Parce que pour moi, la vraie question n'est pas faut-il être gentil ou être fort. La vraie question serait peut-être quelle forme de force permet à ma gentillesse de rester vivante sans se faire dévorer? Parce qu'une gentillesse sans force peut s'épuiser. Parce qu'une force sans gentillesse peut devenir sèche, dominatrice, coupée du vivant. Et je ne veux pas choisir entre les deux. Je veux une force qui protège la bonté. Une force capable de dire non, capable de poser un cadre, capable de reconnaître les abus, capable de modifier les espaces pour que la douceur ne soit plus systématiquement exploitée. Et une bonté capable d'empêcher la force de devenir une dureté gratuite. Une bonté qui rappelle que le but n'est pas seulement de gagner, le but est aussi de construire un monde habitable. Parce qu'un combattant va chercher des adversaires. Un diplomate va chercher des personnes capables d'avoir une conversation. Et selon l'environnement que nous choisissons, selon les qualités que nous développons, selon les relations que nous nourrissons, nous ne construisons pas le même monde. Depuis le début de cette série, nous parlons du paradigme de la violence, un monde où le langage, les récits, les normes et les réflexes relationnels nous apprennent à nous battre, à nous protéger, à nous méfier, à mériter, à durcir et à anticiper le coup. Dans ce paradigme-là, la gentillesse semble suspecte parce qu'elle n'a pas l'air armée. Elle ne frappe pas en premier, elle ne cherche pas forcément à dominer, elle ne transforme pas chaque désaccord en duel, elle ne réduit pas l'autre à un obstacle et elle refuse que la relation soit uniquement un rapport de force. Et c'est précisément pour cela qu'elle est importante, parce qu'elle propose une autre logique, pas une logique molle et complaisante, une logique de coopération, de considération, de respect des individualités, de vivre ensemble, de contribution au mieux-être commun. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin les uns des autres, même quand nous avons appris à nous méfier. Nous avons besoin de relations où nos différences ne sont pas immédiatement traitées comme des menaces. Nous avons besoin d'espaces où nos élans ne sont pas systématiquement ridiculisés. Nous avons besoin de milieux où la sensibilité n'est pas une faute,
où la coopération n'est pas une faiblesse et où l'attention à l'autre n'est pas une preuve de naïveté. Et pour cela, il faudra réhabiliter la gentillesse. Pas la gentillesse qui s'excuse d'exister, la gentillesse qui choisit d'exister avec bon sens. Alors concrètement, comment agir avec gentillesse sans se perdre? Je crois qu'on peut commencer par poser quelques repères simples. D'abord, vérifier l'intention. Qu'est-ce qui me donne envie de dire oui? Est-ce que c'est un élan réel ou est-ce que c'est la peur de décevoir? Est-ce que j'aide parce que j'en ai envie et que j'en ai la capacité ou parce que je cherche à sécuriser ma place dans la relation? Quelle posture je nourris en faisant cette proposition? Celle qui agit depuis ce qui me semble juste ou celle qui n'ose pas assumer son propre refus? Deuxième repère, vérifier le consentement de l'autre. Est-ce que mon aide est demandée? Est-ce qu'elle est bienvenue? Est-ce que la personne est disponible pour recevoir ce que je veux lui proposer? Est-ce que je lui laisse la possibilité de dire non sans la culpabiliser? Est-ce que je soutiens son autonomie ou est-ce que je prends trop de place dans sa décision? Parce qu'une aide imposée peut vite devenir une intrusion et une violence, même quand elle part d'une bonne intention. Et une gentillesse qui ne laisse pas à l'autre la liberté de refuser risque de reproduire ce qu'elle prétend éviter. Une relation où l'un prend le pouvoir sur l'autre au nom du bien. Troisième repère, vérifier la réciprocité. La réciprocité ne veut pas dire que tout doit être compté au millimètre, mais si une relation repose toujours sur la même personne qui écoute, qui comprend, qui s'adapte, qui donne, qui répare, qui prend sur elle, alors c'est une relation déséquilibrée. Et cette asymétrie, si elle est répétée, doit être observée pour décider si on continue ainsi, si on réajuste ou si on prend de la distance. Quatrième repère, écouter le corps. Quand j'agis avec gentillesse, quelle est la réponse de mon corps? Est-ce que je me sens vivante, alignée, disponible, ou est-ce que je sens une crispation, une fatigue, une colère rentrée ou une impression de me trahir? Le corps, c'est souvent quand le don est libre ou quand il devient forcé. Donc, observez si jamais il y a une crispation et vous saurez si jamais cette gentillesse, elle est fluide ou si jamais vous vous l'imposez. Cinquième repère, osez formuler une limite avant le ressentiment. Par exemple, je peux t'aider sur ce point, mais pas tout prendre en charge. Je suis disponible aujourd'hui, mais pas ce soir. Je t'écoute, je te soutiens, mais je ne peux pas décider de ce que tu vas faire dans cette situation à ta place. Je tiens à toi et justement, j'ai besoin que notre relation soit plus équilibrée. Une limite posée tôt protège la relation. Le ressentiment, lui, arrive souvent quand on a dit oui trop longtemps en espérant que l'autre devine le prix de nos oui. Sixième repère, choisir les environnements qui honorent ce que nous voulons cultiver. Parce que si je déploie ma douceur dans un espace qui la méprise, je finirai peut-être par croire que ma douceur est le problème. Mais si je la déploie dans un espace où elle rencontre du respect, de la réciprocité, de la considération, elle peut devenir une vraie force relationnelle. L'environnement ne fait pas tout, mais il influence énormément ce qui peut s'épanouir en nous. Si cet épisode te parle, si tu reconnais cette tension entre ton envie de rester quelqu'un de bon et ta peur d'être utilisé, ou si tu as déjà confondu le fait de poser une limite avec le fait de devenir dur, je t'invite à liker cet épisode. Tu peux aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que ça a venu particulièrement éclairer chez toi. Est-ce que c'est ta relation à la gentillesse, peut-être ta peur d'être naïf, ta manière de donner, etc. N'hésite pas à le mettre en commentaire, je suis curieuse de voir ce que ça a particulièrement activé pour toi. Et puis, si tu connais quelqu'un qui pense devoir devenir froid ou froide pour ne plus souffrir des relations, tu peux lui partager cet épisode. Parce qu'il existe peut-être un autre chemin que celui qui consiste à choisir entre être bonne et se protéger. Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais revenir sur l'essentiel des points qu'on a abordés ensemble. La gentillesse n'est pas le problème. Le problème, c'est la gentillesse utilisée comme monnaie d'amour, sans limite respectueuse, dans des espaces qui ne la respectent pas, et quand la gentillesse est confondue avec l'obligation de se sacrifier. Mais la gentillesse consciente, elle, peut être une force douce, claire, une force qui refuse d'ajouter de la violence au monde sous prétexte que le monde en contient déjà beaucoup.
La gentillesse lucide ne consiste donc pas seulement à protéger ses propres limites, elle consiste aussi à respecter celles de l'autre. Non, je ne me considère pas comme quelqu'un de fondamentalement gentil. Par contre, je me considère comme quelqu'un qui choisit autant que possible d'agir de façon gentille. Parce que je sais que je pourrais agir autrement. Je sais que je pourrais être plus dure, plus sèche, plus cynique, plus méfiante, plus froide. Et certains jours, soyons honnêtes, ces options peuvent sembler tentantes. Mais je n'ai pas envie de devenir uniquement le résultat de ce dont j'ai dû me protéger. Je veux pouvoir aussi choisir ce que je nourris. Et dans cette vie, j'ai envie de nourrir davantage de clarté, de coopération, de respect, de joie, de dignité, de délicatesse et de puissance juste. Pas parce que je crois que tout le monde mérite un accès illimité à la douceur, mais parce que je refuse de laisser la violence me convaincre que la bonté serait une erreur de stratégie. Dans le prochain épisode, nous arriverons au dernier mouvement de cette série. Après avoir parlé du paradigme de la violence, des maux, de la souffrance, des héritages, des défenses, de la précarité, de la méfiance et de la gentillesse, il sera temps d'ouvrir une question essentielle. Comment commencer à construire autre chose ? J'ai une amie qui a tendance à dire, si tu te contentes de pointer du doigt le problème, tu fais partie du problème. Donc l'idée n'est pas uniquement de dénoncer la violence, mais de créer des espaces, des gestes, des paroles, des choix, des relations et des fonctionnements qui rendent une autre manière de vivre possible. Merci encore d'être rentré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne Victoria Porte-Bonheur en t'abonnant et en laissant un like sous cette vidéo. Si jamais tu as une question ou que tu as envie de partager ce qui a particulièrement résonné pour toi, je t'invite à le faire dans l'espace commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux également me retrouver dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur. Parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur, dans le bonheur, à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant nos ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!